C'est une tête bien faite, aux racines ancestrales profondes. À la différence de Samba Diallo, son aventure en terre des Blancs l'a plus grandi que changé. Quand sonna l'heure du retour au pays natal, c'est à l'encre de l'expérience qu'il entama la rédaction de ce cahier aux confins de la formation des âmes de chez lui. Primus inter pares, il est prémisse mais aussi seul agrégé camerounais en histoire du droit. Cet ancien major du CAMES, dans sa discipline, a le cœur à la transmission dans les amphis d'ici, Yaoundé 2 et d'ailleurs. D'ailleurs, sa plume a paraphé plusieurs publications relevées de savoir et de connaissances d'une vie d'apprentissage et d'approfondissement. Lui qui a connu les deux mondes, son chez lui et la diaspora, a le verbe rare des pâtres du savoir, appelez-le professeur. Oui, il ne l'a pas volé. Ngando Blaise Alfred, c'est son nom. Non, il ne trahira pas. Son amour pour le parti de son cœur est presque filial. Et le choix est tout autant de raison. Cet homme politique a la flamme vive pour la décentralisation, dont il a les secrets de l'endroit et de l'envers. Mais pas que. Ancien député, les chambres qui fondent le pouvoir législatif sont meublées de ses travaux. Ce soldat du RDPC a fait ses classes avant la canopée de l'hémicycle. Il est passé par les salles municipales de Yaoundé 2 et Yaoundé 7, où il a été maire. Cet universitaire accompli, titulaire d'un diplôme d'études approfondies, siège essayant au conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1, comme prédestiné à avoir la capitale dans la peau. Les sages l'ont baptisé Ongola Jean-Simon. Le troisième est maniaque de l'ordre. Sa carrière, il l'a bâtie autour de l'urbanisme. Ingénieur de génie civil et urbaniste, il décuple ses compétences à travers des études en politique urbaine, sanctionnées par un 2A. Au pied du mur, il grandit et se construit une réputation de consultant international. Mais sa patrie d'abord, il répond à l'appel du devoir comme chef d'agence Maïtur à Douala, puis chef de département planification et développement à la direction générale Maïtur à Yaoundé. Soucieux de la formation, il est à la tête d'un cabinet d'études dans les domaines de transport et du développement urbain. Et qui dit habitat, dit aussi climat. M. Hippolyte Etende Nkodo a engagé des travaux sur la question des impacts du changement climatique et sur la construction de la résilience et l'adaptation des villes aux effets du changement climatique. Et elle pense et dessine cette ville comme très peu en sont capables. C'est dans les forges de qualité de l'École nationale supérieure polytechnique qu'elle a été façonnée. Ouvrière de la première heure, elle met à contribution son expertise pour aligner les 7 collines de Yaoundé sur l'innovation et le développement urbain. Ingénieure de génie civil, docteur PhD en assainissement, elle est la patronne de l'urbanisme, architecture et cadre de vie à la communauté urbaine de Yaoundé, un département qu'elle manage avec panache et maestria, et c'est sans forcer depuis près de 15 ans. Le tout sans que n'en ternisse la flamme de son foyer. Madame Ban, épouse et fond Marie-Solange, rêve de la transformation palpable de nos métropoles. Et si l'espoir est permis, lui le porte déjà dans son nom. C'est un homme à plusieurs vies qui s'assemblent et se meuvent pour le rendre complet. Amoureux des affaires, il a refusé les offres alléchantes de la fonction publique pour le monde plus tumultueux de l'entrepreneuriat. Et comme économie et politique font chambre commune, le virage a été bien négocié. Candidat à la présidentielle de 2018, ce féru de football ne compte pas s'arrêter sur son tir mal cadré. Auteur célèbre, Matomba Serge Espoir scelle donc ce panel d'intellectuels qui débattront d'idées nouvelles pour dessiner le chemin de la présidentielle de 2025 et penser la transformation de nos 2 métropoles. Place donc au débat. Merci Aboubacar et j'ai le plaisir d'accueillir nos invités. D'abord le président Matomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me faire l'amitié et permettez-moi de saluer comme ça mes copanélistes de ce soir. En face de vous, l'honorable Jean-Simon Ngola, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir à tous les panélistes. À votre côté, le docteur Marie-Solange Mbang-Efong, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir à mes copanélistes. J'ai le plaisir d'accueillir M. Hippolyte Etende, bonsoir. Bonsoir Aimé Robert, merci de nous inviter et nous permettre de partager.
Dans un instant, nous serons en duplex avec le professeur Alfred Ngando qui nous regarde depuis la région parisienne. Mais avant, je vous propose de suivre cette bonne nouvelle pour les Camerounais de la diaspora. Après 3 années d'interruption, les inscriptions sur les listes électorales vont reprendre dans les prochaines semaines et les CAM se préparent donc à mettre le cap, ou si vous le voulez, à débarquer en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, à la recherche des Camerounais qui devront donc s'inscrire sur les listes électorales après 3 années d'interruption. Des précisions dans le verbatim d'Augustin Nguizana. 3 mois après la relance des inscriptions sur les listes électorales, le constat est que les Camerounais de la diaspora attendent toujours. Mais à Elections Cameroun, on indique que les dispositions sont prises. Les kits d'enrôlement vétustes vont être remplacés. L'État a débloqué à cet effet 3 milliards de francs CFA. La prospection pour l'acquisition de nouveaux kits est assez avancée. Des équipes seront déployées en Europe, en Asie, en Amérique et dans les autres pays africains pour superviser l'opération. Nous travaillons aujourd'hui avec les technologies modernes et qui font qu'à tout moment, nous devons nous assurer que nos équipements d'enregistrement sont en place. Et je crois que c'est là où pourrait venir la difficulté, mais nos techniciens sont aguerris au travail et à chaque fois qu'il y a une difficulté, nous la levons et c'est ce que nous faisons aussi bien localement que dans la diaspora. Tout se met en place pour que les inscriptions se fassent comme ça se fait ici au Cameroun. Et je crois que nos équipes sont à pied d'œuvre pour qu'elles soutiennent les missions diplomatiques au plan technique et au plan administratif. En rappel, le fichier électoral de la présidentielle de 2018 indique qu'ils sont plus de 18 000 Camerounais établis à l'étranger. 6 ans après, le chiffre a connu certainement de changements, mais les conditions d'inscription sur les listes électorales sont les mêmes. Mais bien sûr, le code électoral concerne tous les Camerounais qui sont en âge de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales de le faire. Et vous savez, l'âge est de 20 ans. Que ce soit au Cameroun, que ce soit pour le Camerounais de la diaspora, c'est les mêmes conditions d'âge. Dans la diaspora, c'est le point focal qui est un responsable dans une mission diplomatique et tous les partis politiques représentés dans la région ou dans le pays d'accueil des Camerounais. Dans tous les cas, les inscriptions sur les listes électorales courent jusqu'au 31 août 2024. C'est donc la grande nouvelle du soir. Et les CAM va bientôt débarquer dans ces pays étrangers où vivent des Camerounais pour procéder aux inscriptions sur les listes électorales après une interruption de 3 ans dictée principalement par la crise sanitaire du Covid-19. Il faut dire qu'au plan national, il y a une belle dynamique depuis le début de l'année. Les CAM se réjouit de ce qu'au moins 144 000 nouveaux électeurs ont été inscrits au Cameroun seulement pour ce premier trimestre. On imagine que ça va être le même enthousiasme à l'étranger et par exemple en France, d'où nous regarde le professeur Alfred Ngando. Bonsoir professeur, j'imagine que pour vous et pour tous les autres compatriotes, c'est une excellente nouvelle de pouvoir s'inscrire dès les prochaines semaines sur les listes électorales pour être en capacité de voter pour la présidentielle l'année prochaine. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux Camerounais de l'intérieur et évidemment de toute la diaspora de France, d'Amérique, d'Asie et évidemment d'Afrique et d'ailleurs. Et oui, évidemment, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle qu'il faut renforcer pour moi qui circule entre l'Europe et l'Afrique depuis quelques années. Je me souviens qu'en 2011, lorsque le vote de la diaspora a été autorisé, j'ai retrouvé avec moi ma carte d'électeur. J'étais en France déjà à l'époque, et voilà, ça c'est ma carte d'électeur que j'avais déjà. Donc, et les CAM se retrouvent une fois de plus pour renforcer, je veux dire, ces inscriptions
n'est-ce pas, sur les listes électorales. Je pense que c'est une bonne chose que l'État du Cameroun doit faire pour justement renforcer le lien politique entre, n'est-ce pas, la diaspora et la nation. Parce que ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, les Camerounais sont partis, n'est-ce pas, à l'étranger pour diverses raisons, que ce lien est coupé. Ce lien demeure. Je rencontre les Camerounais tous les jours. Ils sont fiers de leur pays. Ils souhaitent que cet enracinement avec la nation soit encore plus renforcé. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Ce déploiement de l'ECAM doit se renforcer dans les années à venir et surtout déjà pour l'élection présidentielle, n'est-ce pas, de 2025. Alors, je voudrais rappeler très rapidement que lors de la présidentielle de 2018, donc la dernière élection présidentielle, 19 301 électeurs camerounais avaient été inscrits, étaient donc appelés aux urnes dans la diaspora. On pourra d'ailleurs le voir en tableau. En Afrique, en 2018, on avait enregistré 14 237 électeurs. En Europe, on avait enregistré 3 989 électeurs. En Asie, 889 électeurs. En Amérique, 170 électeurs, soit au total 19 301 électeurs en 2018. Il ne fait point de doute que pour la présidentielle de l'année prochaine, nous aurons beaucoup plus d'électeurs de la diaspora encore au regard de l'intérêt manifesté ici et là. Alors, je reviens à vous, professeur Ngando. Le chiffre de 19 000 électeurs de la diaspora en 2018, c'est un chiffre qui peut tromper un observateur pressé, parce qu'on va voir que du point de vue du poids, au poids quantitatif, ça peut paraître minime, mais le poids symbolique de ce vote de la diaspora est très important. Oui, disons qu'il y a une disproportion entre le nombre de lecteurs inscrits sur les listes électorales dans toutes, je veux dire, pour les Camerounais résidant à l'étranger, parce que on chiffre quand même à plus de 6 millions de Camerounais à travers le monde. Et quand on est 17 000, je pense que c'est assez dérisoire. C'est pourquoi, dans mon propos préliminaire, j'encourageais le gouvernement camerounais à tout faire, n'est-ce pas, pour que ces inscriptions se renforcent. Et j'encourage également les Camerounais qui résident à l'étranger, n'est-ce pas, de s'inscrire. J'ai pu me rendre encore récemment à l'ambassade du Cameroun à Paris, où j'ai pu obtenir en même pas en 3 heures, je veux dire, ma carte consulaire. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont faites. Là, évidemment, l'État doit encourager. Mais je crois que les citoyens camerounais, ceux qui, pour l'instant, n'ont pas, je veux dire, ont la nationalité camerounaise, peuvent pouvoir se rendre dans les services diplomatiques, n'est-ce pas, au niveau des points focaux pour s'inscrire. Et au-delà de cela, je pense, et comme je l'ai toujours dit dans d'autres émissions, n'est-ce pas, que vous avez organisé, monsieur Bidina, que tout ceci va s'amplifier avec, n'est-ce pas, la reconnaissance de la double nationalité, parce qu'évidemment, nous y reviendrons comme ça. De Camerounais nous y reviendrons. Qui ont pris d'autres nationalités. Il y en a qui souhaitent pourtant participer à ce vote, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'effectivement, il y a toujours ce blocage de la double nationalité. J'ose penser que le président Biya, qui l'a promis il y a quelques années, y travaille et qu'il va finir par donner une suite à cette promesse très forte, je pense que qui permettra au président Biya d'entrer davantage dans la postérité, d'avoir apporté le vote, n'est-ce pas, de la diaspora, n'est-ce pas, d'avoir encouragé le vote de la diaspora camerounaise pour renforcer la démocratie au Cameroun. Alors, la question de la double nationalité, elle est incontournable, mais je vous propose, messieurs, de ne pas en parler pour l'instant, pour ne pas enjamber. Oui, je vous promets, on va en parler. Mais pour ne pas enjamber une autre problématique importante, Jasmine Ongola, vous qui, dans une autre vie, avez été compatriote de la diaspora, il y a quand même ce verrou de la carte consulaire, parce qu'on le voit, il y a plus de 6 millions de Camerounais à l'étranger. Là, en 2018, on avait à peine 20 000 inscrits. On espère évidemment faire beaucoup mieux cette année. Est-ce que c'est si compliqué d'obtenir une carte consulaire ou comment vous expliquez ça, ce décalage? Je pense que le professeur Ngando nous a donné une très bonne réponse tout à l'heure. Il a obtenu sa carte consulaire à l'ambassade du Cameroun à Paris en 3 heures. Ce qui veut dire que
obtenir une carte consulaire n'est pas la chose la plus impossible. Donc, mais je voudrais quand même revenir globalement sur les propos qui ont été tenus par le professeur Ngando. Vous savez, l'élection présidentielle de 2025 s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier. Beaucoup d'observateurs et Camerounais pensent que cette élection va déterminer l'avenir de ce pays. Alors, dans tous les esprits, vous avez présent les défis à surmonter, défis d'ordre politique, économique, de sécurité, et défis même sur la gouvernance de nos politiques publiques. Et vous avez dû observer comme moi, et je ne doute pas un seul instant, que de plus en plus de Camerounais s'intéressent à la vie politique. Il y en a de plus en plus, et je crois que le président ne me démentira pas. Un des indicateurs, c'est les 144 000 nouveaux inscrits en 3 mois seulement. Voilà, c'est un indicateur. Alors pour embrayer sur la diaspora, la séquence de 2025 ouvre pour la diaspora un débat essentiel au niveau de leurs préoccupations. Parce qu'ils ont un ensemble de préoccupations et la diaspora va certainement profiter de cette élection pour regarder les programmes politiques qui prennent en compte leurs préoccupations essentielles. Je ne parle pas de ce qu'a dit le professeur tout à l'heure sur la double nationalité. Qui est présent dans tous les esprits. On va y revenir, mais permettez au président Matomba de réagir sur la mobilisation des électeurs de la diaspora. Vous serez peut-être concerné directement, vous ne vous êtes pas encore déclaré, mais peut-être. Est-ce qu'il y a une mobilisation particulière à orchestrer, à organiser? Mais il faut déjà savoir ce qui freine ou alors ce qui bloque les Camerounais à aller s'inscrire de la diaspora. Il faut questionner tous ces paramètres. Vous savez, dans le reportage que j'ai suivi tout à l'heure, on a parlé des perspectives, de la prospection avancée pour l'acquisition des kits. On sait que tous les ans, chaque 2 janvier, on ouvre le circuit électoral il se termine au 31 août. 3 mois plus tard, pour une inscription qui devrait se faire depuis le 2 janvier, on nous dit qu'on est dans la prospection des kits. Bon, j'ai envie de me poser la question. Les kits qui sont utilisés au Cameroun ne sont-ils pas les mêmes kits qui sont utilisés, n'est-ce pas, dans la diaspora? Bon, j'ai cru entendre qu'il y avait un problème de génération. Les chiffres actualisés de ces fichiers montrent que nous avons sensiblement 18 889 inscrits dans la diaspora. Donc pratiquement 3 800 en Europe et puis 13 000 en Afrique. Alors on a envie de se poser la question sur le potentiel d'au moins 5 millions d'électeurs qu'on a. Pourquoi est-ce que nous avons moins de 20 000 électeurs? Alors quand on questionne nos compatriotes qui sont dans la diaspora, pour certains, on vous parle des difficultés même à aller s'inscrire. C'est-à-dire que pour d'autres, dans certaines ambassades, il faut passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous introduit pour vous inscrire. Vous vous posez la question, mais est-ce que c'est pour remplir mon devoir de citoyen? Je dois faire 1700 km pour me rendre à l'ambassade, pour prendre le cas par exemple de l'Allemagne, pour me rendre à l'ambassade et m'inscrire, et il faut passer par des intermédiaires. Et pourtant, ça devrait être un processus normal et simple. Lorsque j'écoute le professeur Angoula tout à l'heure, il dit... le professeur Ngando, tant pour moi. Il dit qu'il a pris 3 heures pour établir sa carte consulaire. Mais ce n'est pas le cas pour tous les Camerounais qui vivent dans la diaspora. Certains rencontrent des difficultés énormes. Et nos représentations diplomatiques doivent intégrer le fait qu'elles ne sont pas, autant pour moi, des représentations diplomatiques pour un parti politique. Elles représentent les Camerounais dans l'entièreté. Parce que c'est important de le dire. Parce que quelquefois, votre appartenance politique peut être un frein tout simplement à votre devoir de citoyen, ou bien même à l'obtention. C'est pas affiché sur le visage, non? Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, dans la diaspora, rien ne se cache. Vous savez que ça va vite de ce côté-là avec les... Mais dans tous les cas, la séquence qui s'ouvre de nouvelles inscriptions, ça donne l'occasion vraiment de pouvoir suivre. C'est pour dire, Aimé Robert, que
nous ne pouvons pas tout simplement dire qu'il n'y a pas l'engouement ne se vérifie pas auprès des citoyens. Il y a aussi le déploiement technique qui est important et qu'il faut, n'est-ce pas, sur lequel il faudra mettre un accent. Maintenant, il y a aussi un travail de fond. Certaines personnes dans la diaspora ont intégré le fait que quelle que soit leur implication dans le processus électoral, les résultats sont connus d'avance. Il faut donc, nous, notre travail, c'est d'amener les uns et les autres à comprendre que non, les résultats ne sont pas connus d'avance. C'est un faux discours qui est ventilé pour amener les uns et les autres à ne même pas s'inscrire. Parce que lorsque vous ne vous inscrivez pas, vous ne pouvez pas exercer ce devoir qui est le vôtre et surveiller même le vote. Donc vous allez vous contenter, n'est-ce pas, de dire tout simplement, bon voilà, on sait déjà ce qui va se passer. Non. Si aujourd'hui nous sommes des élus, moi particulièrement je suis un élu, ce n'est pas parce qu'on m'a fait une faveur. Il y a des partis politiques au Cameroun qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui occupent des mairies, qui sont dans les conseils régionaux. Ça n'a jamais été des faveurs pour ces partis politiques. C'est parce qu'il y a eu des votants, il y a eu une veille, et ces derniers sont en espace. Donc c'est un travail que vous devez faire. Nous sommes en train de le faire. Auprès des Camerounais. Nous sommes en train de le faire. Oui, je voudrais rebondir sur juste un point, et j'aurais fini, Monsieur le Président. Quand on parle de diaspora, on en parle comme si c'était un ensemble homogène. La diaspora n'est pas homogène. La diaspora est plurielle. Certains auteurs parlent même des diasporas. Et même sur le substrat idéologique et politique, les positions sont complètement différentes. Je crois qu'il faut en tenir compte. Elles sont tellement plurielles que vous pouvez sans catégoriser. Hein. Vous savez, une diaspora intellectuelle, professeur Ngando, diaspora que je m'amuse souvent à appeler la diaspora caviar, qui est une diaspora qui a pour pilier la République, qui défend les institutions de la République, qui défend les valeurs républicaines. Cette diaspora-là, elle est présente et je crois qu'elle est la plus importante à s'inscrire et dans les pays africains et en Europe sur les listes électorales. En Europe, elle représente 3 955 inscrits. Alors, il y a aussi des compatriotes qui n'ont pas de carte consulaire parce que leur situation là-bas n'est pas toujours aussi jolie. Connue. Vous savez que vous avez tous ces universitaires, ces médecins, ces ingénieurs, ces cadres en finance. Ces cadres dans l'art et la culture et le sport, qui, elles, sont totalement en règle. Mais vous avez aussi une partie de Camerounais qui sont arrivés dans ces pays-là par les moyens qu'on connaît tous et qui ne sont pas du tout en règle, qui n'ont même parfois pas de passeport. Mais quand on compte dans des réunions, je pense qu'il y a une réelle complexité de pouvoir dire que... on remet le cap sur Paris pour reparler de la double nationalité. Pour parler de la double nationalité, rappelons quand même, on va le voir avec notre infographe Jacques Logmont, un extrait de la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité, c'est l'article 31. Perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Voilà, professeur Ngando, le président de la République avait promis effectivement d'ouvrir le vote à la diaspora et d'étudier la possibilité de lever ce verrou de la double nationalité. Il a donc fait un premier pas, vous l'avez dit, en ouvrant cette possibilité pour la diaspora de voter. C'est depuis la présidentielle de 2011. Mais alors, il y a eu ces événements post-présidentiels 2018 générés par une partie de nos compatriotes. Est-ce que ça n'a pas un tout petit peu émoustillé l'enthousiasme des autorités de Yaoundé? Je pense que tout ceci ne doit pas... je vais dire, bloquer la volonté du gouvernement et du président Biya d'aller de l'avant vers la démocratie. Parce qu'effectivement, il y a eu, je vais dire, quelques personnes qui ont, dans un contexte électoral,
je veux dire, manifester dans ce moment-là. Mais je crois que la volonté du gouvernement du Cameroun, de l'État du Cameroun et même du président Biya devrait être au-delà de voir qu'au-delà de ces mouvements qu'on a pu observer, il y a une masse plus importante, je veux dire, qui ne fait peut-être pas de bruit, qui, je veux dire, est peut-être soucieuse, qui est laborieuse, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne peut pas empêcher le Cameroun ou les Camerounais de l'étranger d'avancer parce que, en réalité, quelques-uns auraient, je veux dire, eu un certain nombre de comportements que d'autres peuvent qualifier, n'est-ce pas, anti-républicains. Encore que ces personnes expriment à leur façon leur citoyenneté, ils expriment ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. Je crois que quand le gouvernement du Cameroun, parce qu'en 2009, lorsque le président Biya est venu à Paris et au pavillon Dauphine, moi j'y étais, il a fait un discours qui a été apprécié par tout le monde. Vous savez, dans une maison, il y en a qui vont exprimer leur ras-le-bol de leur façon, il y en a qui vont se taire, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Je crois que ce qui est important, c'est que le gouvernement du Cameroun aille de l'avant et que cette double nationalité tant attendue, n'est-ce pas, permette aux Camerounais de la diaspora qui, justement, symbolise, je vais dire, un dynamisme incroyable partout. Voyez-vous, il faut que le président Biya et son gouvernement, évidemment, encouragent cela, quelles que soient, je veux dire, les oppositions qu'il peut avoir, quel que soit ce qu'on peut avoir comme ces événements que vous êtes en train de citer, eh bien, il faut que le gouvernement du Cameroun aille résolument dans cette voie. Parce que, souvenez-vous, que cette loi que vous avez indiquée tout à l'heure, elle a été quand même prise dans un contexte de dictature de parti unique. Alors, le président Biya qui veut se présenter pour la postérité comme celui qui a apporté donc, la démocratie, je crois qu'il ne doit pas s'arrêter. Il doit au contraire se distinguer, je veux dire, de cette époque-là, hein, comme il a annoncé lui-même depuis son avènement au pouvoir en 1982, pour aller résolument vers la démocratie. Ce lien des Camerounais, de la diaspora avec la nation, à travers le vote, c'est un élément important, je pense, qui va participer, je veux dire, à rehausser l'image du président Biya et de son gouvernement vers la démocratie. Alors, honorable Jean-Simon Ongola, on ne pourra évidemment pas faire l'économie de cette demande pressante sur la double nationalité à l'occasion des débats autour de la présidentielle, bon, à moins que ce soit la surprise du chef dans son offre électorale, dans son programme de 2025. Non, il est clair que la plupart de nos compatriotes de la diaspora aspirent à voir aboutir les réflexions menées par le président Biya sur ces sujets liés à la double nationalité. Je pense que là-dessus, cela participe même à la volonté de démocratiser, de rendre plus forte notre démocratie. Ceci étant, donc, je pense que la volonté de réformer un certain nombre de dispositions qui pénalisent nos compatriotes de la diaspora, elle est manifeste, elle est présente. Je pense que c'est sa mise en œuvre et son suivi qui prennent du temps. Un certain nombre de problèmes. Mais je pense que sur cette élection, qui est une élection tout à fait particulière, je n'ai pas de grand doute que nous puissions avoir dans le futur programme du parti que je représente ici, des éléments qui soient en faveur des revendications essentielles de la diaspora camerounaise. Vous avez été là-bas, quand on discute avec des Camerounais, des compatriotes de la diaspora, ils disent que ça fend le cœur de pouvoir demander le visa pour venir chez soi, que ça leur fend le cœur. En même temps, il y a des questions purement financières. Lorsque vous avez 5 enfants, le couple, ça fait 7 personnes. Lorsqu'il faut payer le visa pour 7 personnes, payer le billet d'avion pour 7 personnes, que c'est extrêmement coûteux. Je veux dire, du point de vue vraiment purement pratique. Non, je pense qu'il y a des règles. Personne n'est au-dessus des règles.
lorsqu'on est quand on est oui, non, la règle, on l'a rappelé. Camerounaise. La règle, on l'a rappelé. Mais c'est simplement des éléments que je vous... Et quand on est titulaire d'un passeport américain ou chilien ou français, je pense qu'on doit respecter les règles qui sont établies en ce qui concerne la délivrance des visas. Je suis... La question est jusqu'à quand, Président Matomba? Vous savez, ce problème de double nationalité est un problème profond. J'ai toujours pensé que lorsqu'un problème est mal posé, on a forcément une mauvaise réponse. Nous avons toujours dit au sein de notre formation politique, et nous militons d'ailleurs pour cela, pour l'inhabilité de la nationalité camerounaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez la nationalité camerounaise, vous pouvez avoir 10 autres nationalités, ça ne dérange pas, vous ne perdez jamais la nationalité camerounaise. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez la nationalité, vous ne la perdez jamais. Et elle va avec tout ce que vous, tous les avantages en tant que citoyen camerounais, c'est-à-dire le droit de vote et tout ce que vous voulez. Bon, on peut revenir sur certains détails peut-être plus tard. Mais je voudrais revenir sur un aspect, si vous me permettez, M. Robert. Dans l'honorable Jean-Simon Ngola a énoncé tout à l'heure, parlant de cette diaspora, entre parenthèses, KVA. Je voudrais... rappeler à l'honorable qu'en 2022, la diaspora camerounaise, ça c'est une étude, un rapport de la Banque mondiale, hein, la diaspora camerounaise, les fonds qu'elle a envoyés au Cameroun équivalent sensiblement à 230 milliards de francs. Dans cette diaspora-là, il n'est pas choisi diaspora KVA, diaspora celles qui sont arrivées par bateau, par je ne sais quoi et autres. Et si les Camerounais de la diaspora investissent ces montants pour les familles restées au Cameroun, alors par conséquent, le Cameroun, l'économie camerounaise, ça veut dire que ces derniers sont attachés à la nation. Et le Cameroun devrait les encadrer, les accompagner. Même si vous êtes arrivé par bateau, je ne sais pas quel moyen. Encore qu'il y a un champion que nous célébrons ces jours-ci. Les représentations diplomatiques doivent être là pour ces derniers. On ne choisit pas qui on n'accompagne pas. Le vote de la diaspora est important. Les sommes qu'elle contribue aujourd'hui ne représentent rien en ce qu'elle pourrait faire demain si elle se sent beaucoup plus impliquée dans le développement de la nation. Donc c'est important de le préciser. Monsieur le Président, je m'excuse de vous interrompre. Je vais vous dire que la diaspora qui existe, celle qui a décidé d'aller contre la République, celle qui prône la haine et la violence, celle qui crée des manifestations de guérilla urbaine à l'étranger, cette diaspora-là, elle est peut-être la bienvenue au Cameroun, mais c'est une diaspora qui est hors de la République. Je pense qu'il faut rester dans les valeurs de la République pour qu'on puisse continuer à discuter valablement. Parce que vous savez que dans ce monde-là, il y a vraiment des membres de la diaspora qui financent le terrorisme. Ceux qui financent le terrorisme ne peuvent pas continuer à prétendre qu'ils sont dans la sphère républicaine. Ceux qui exacerbent la haine tribale. Vous savez ce qui s'est passé en 2018-2019, lors des événements malheureux de la Basse, en France et en Allemagne, montre bien que nous ne sommes pas dans le même bateau. Donc, je pense qu'il faut... sans faire de sélection, il faut quand même regarder les choses en face et se dire que quand on est membre de la diaspora et qu'on est sorti de la sphère républicaine, on n'est plus tout à fait comme cette diaspora dont on a parlé qui est restée... Alors vous concluez en un mot et puis le professeur Ngando va... Ce que je veux dire, c'est que tout acte anti-républicain est condamnable. Et je crois qu'il y a des voies, des moyens, n'est-ce pas, de condamner tout acte anti-républicain. D'ailleurs, nous faisons partie de ceux qui avons condamné ce que nous avons vu et vécu dans nos ambassades et bien d'autres. Cela n'exclut pas le fait que ce sont des citoyens camerounais. Il y a des voies, des moyens. Et je crois que nous sommes dans un état suffisamment policier pour le dire. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de globaliser et sélectionner, ou au lieu de globaliser et punir nos compatriotes qui se trouvent dans la diaspora, on sait qui fait quoi, qui fait le désordre, et on estirpe cela, n'est-ce pas, du groupe, cela répond de leurs actes.
Il s'agit de cela. Donc on ne va pas, au nom du fait qu'il y a du désordre, au nom des anti-républicains, nous dire, bon, si on laisse passer la double nationalité, ça veut dire qu'on ouvre le champ au désordre. Non, on n'ouvre pas le champ au désordre. Quand on sait nous n'en sommes pas là. On peut bénéficier de son expertise pour une véritable construction. Alors, de ça c'est clair. Direction Paris, avec le professeur Ngando, pour votre conclusion sur le sujet et les enjeux que charrie cette présidentielle pour la diaspora, une diaspora camerounaise de qualité. Aimé Robert Bilina, c'est une diaspora globalement de qualité, c'est un réservoir de talent, de dynamisme et d'énergie. Donc c'est pourquoi je pense que le Cameroun a une chance extraordinaire d'avoir une telle diaspora dans tous les domaines, le sport, les arts, les sciences. Je crois que le président Biya aurait absolument intérêt, je vais dire, à ressouder, le lien entre cette diaspora et la nation, parce que je crois que dans la perspective de 2025, de l'après 2025, Aimé Robert Bilina, je pense que dans la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, je crois que la diaspora pourrait être, l'élément qui pourrait permettre de relancer fondamentalement le Cameroun. J'y crois fondamentalement. Et donc pour cela, je crois que donner de la considération aux Camerounais de la diaspora en leur accordant déjà la double nationalité, en renforçant par le vote le lien politique entre, leur situation à l'étranger et, n'est-ce pas, leur pays, je crois que tout cela va participer, évidemment, à renforcer le Cameroun du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue dans tous les domaines. Parce que, évidemment, nous avons tellement de talents qui sont perdus dans le monde où les gens prennent des nationalités et, évidemment, ils sont au service, n'est-ce pas, des autres pays. Je crois que ce rapport politique par le vote, par la double nationalité, va évidemment renforcer le Cameroun, qui est, pour moi, le président l'a dit, le continent. Mais je pense que le Cameroun, c'est beaucoup, et je crois qu'en intégrant la diaspora, dans le développement national, à travers ces mouvements déjà le vote, ce serait déjà une avancée majeure pour notre pays. Merci, professeur Ngando. Évidemment, ça, ce n'était qu'une amorce de ces débats, de ces problématiques autour de la présidentielle de 2025. Nous aurons l'occasion d'y revenir et certainement que les candidats à l'élection présidentielle nous diront ce qu'ils feront de nos deux grandes métropoles, Yaoundé et donc Douala. Donc la gestion incombe certes aux maires des villes. Ils ont soufflé sur leur 4e bougie il y a un mois, précisément le 3 mars dernier. Roger Mbassadine de Douala et Luc Messi Atangana de Yaoundé. En 4 ans, ce n'aura pas été des mandats faciles pour eux, tant il y a du travail. Et illustration à Douala, où on déploie un trésor d'imagination à travers l'opération Clean Douala, pour s'attaquer, Clean City, pour s'attaquer donc à la problématique des ordures. Voyons cela dans cette illustration, précisément à Yaoundé, à Douala 5e. C'est le premier éclairage du soir. Autour de Richard Fengouan, maire de la commune de Douala 5e, tous les acteurs concernés ont épluché les questions et articulations qui vont marquer l'événement, notamment la grande marche sportive de sensibilisation. Faire de Douala 5e un espace où il fait bon vivre est une quête permanente, d'où l'accent mis sur le ramassage des ordures ménagères et leur transformation. Nous allons évoluer avec la sensibilisation, disposer les poubelles suffisamment, informer la nécessité auprès de nos populations de les sauvegarder. Ça collabore avec notre voyage d'implémentation à Kigali. Nous nous sommes rendus compte que la précollecte à Kigali est celle dont Lion Club est venu nous proposer. Projet ambitieux pour lequel les organisateurs ne veulent ménager aucun effort. Cette gestion doit commencer par les ménages, parce que c'est eux qui produisent les ordures. Par la suite,
nous avons introduit la précollecte dans ce projet. Elle va consister à aller de porte en porte, de ménage en ménage, pour pouvoir rassembler les déchets que les familles ou les ménages ont produits et pouvoir maintenant les amener tout simplement à un endroit où nous pouvons faire la transformation. Satisfaits de la rencontre, tous se sont donné rendez-vous le mois prochain pour le lancement dans la commune de Douala 5e. Alors, le casse-tête des ordures ménagères dans une ville comme Yaoundé, qui, selon nos informations, Madame le directeur de l'urbanisme pourra confirmer tout à l'heure, Yaoundé produit 2600 tonnes d'ordures par jour. Il faut chaque année au minimum une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour honorer les différentes factures. Manifestement, on n'a pas encore trouvé le modèle économique qui permet de stabiliser cette procédure qui permet donc d'enlever les ordures, de trouver les 15 milliards, de payer les prestataires. Il y en a 2 en ce moment. Et tout à l'heure, en écoutant ce sujet sur Douala, le maire de Douala 5e veut s'inspirer de Kigali. Avant d'en venir au directeur de l'urbanisme, je vais d'abord interroger M. Etende. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça ne fouette pas un tout petit peu votre orgueil? L'orgueil du continent, du Cameroun, comme cela, qu'on veuille s'inspirer de Kigali, qui est, dit-on, une des villes les plus propres en Afrique. Oui, le fait que la commune de Douala 5e veuille s'inspirer de la ville de Kigali est une bonne chose, ce qui montre qu'ailleurs, on fait bien les choses et qu'ailleurs, on a des solutions qu'on essaie d'implémenter. Le problème au Cameroun, c'est davantage notre capacité à adopter les pratiques internationales. Nous sommes encore en train de vouloir de rester dans, j'allais dire, l'archaïsme. Nous ne suivons pas ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'on a l'impression que les problèmes sont insolubles. Mais effectivement, la ville de Kigali est citée comme un modèle. Et il y a beaucoup d'autres modèles. Beaucoup d'autres villes qui font également du bon travail sans avoir forcément l'envergure de Kigali. Nous savons très bien ce qui se passe là-bas avec les journées d'investissement humain qui sont supervisées par la plus haute autorité du pays et tout ça. Bon, en attendant qu'on arrive là, je pense qu'on peut trouver des moyens d'agir. Et je me félicite par exemple que dans la commune de Douala 5e, on a prononcé 3 mots qui sont très intéressants qu'il faut retenir. La gestion commence par les ménages. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut retenir qu'après les ménages, il y a la précollecte. Et je m'attarde un peu là-dessus parce que la façon de collecter les déchets actuellement est inappropriée. Un camion Isacam qui fait du porte-à-porte, ça ne correspond pas à notre modèle de ville. Donc, il faut faire de la précollecte et Isacam doit faire le transport final vers les décharges. Qu'est-ce que vous appelez précollecte pour nos téléspectateurs? La précollecte, ça veut dire que dans le cas d'espèce, on peut mobiliser des ONG, des jeunes de quartier qui peuvent s'organiser en association. Ça se fait déjà un tout petit peu. On a vu à Yaoundé 5e, décidément, c'est les mairies, c'est les 5e qui... Oui, donc, à Yaoundé 5e, il y a déjà ce processus tout à fait. de précollecte. Mais il faut l'encourager, il faut l'encadrer. Et ces associations ont besoin de moyens et n'ont pas toujours ces moyens, parmi lesquels les moyens de coercition, obliger par exemple un ménage à payer la redevance, ça, ils n'ont pas. Et donc, ces associations sont abandonnées à elles-mêmes par rapport à ça et plusieurs se découragent. Donc, c'est important de remarquer qu'au niveau de la commune de Douala 5e, on a commencé les 2 premières étapes du processus. Maintenant, il faut continuer à construire la chaîne jusqu'à l'élimination ou la transformation totale des déchets. Madame le directeur de l'urbanisme à la communauté urbaine de Yaoundé, ça c'est, on le sait, un de vos dossiers prioritaires à la communauté urbaine de Yaoundé, l'enlèvement des ordures. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où ça va plus ou moins. C'était un véritable casse-tête. Quelles sont les solutions pérennes qu'on peut apporter?
Merci pour la question posée. Je pense que la solution pérenne peut se résumer en un mot, la gestion durable, de manière propre et de manière responsable des déchets par les ménages et par tous les usagers qui utilisent et qui produisent les ordures. Si on n'a pas compris que la gestion doit être responsabilisée, on va toujours observer ce désordre au niveau du dépotage de ces déchets. Donc, la ville de Yaoundé a commencé effectivement par la sensibilisation. Je suis déjà ravie de voir que la mairie de la commune de Douala 5e met déjà en œuvre. Yaoundé 5e aussi. Il ne faut pas qu'à Yaoundé on soit jaloux. Par exemple. Donc Douala 5e et Yaoundé 5e. Exact. Même beaucoup de communes d'arrondissement de Yaoundé procèdent déjà à cette précollecte. Mais elle n'est pas encadrée, elle est de manière embryonnaire. Effectivement, par le fait qu'il n'y a pas exactement l'encadrement nécessaire qu'il faut à ces associations. Parce qu'il faut dire que la précollecte ne se paye pas par un financement qui vient d'ailleurs ou bien, je ne sais pas, il n'y a pas une caisse qui préfinance. C'est le ménage qui paye la précollecte. Pour que ces associations survivent, il faut bien que les ménages payent ces précollectes-là. C'est pour ça que jusqu'à preuve de contraire, cette précollecte demeure embryonnaire. Il y a des scénarios où la précollecte fonctionne, mais après, les ordures s'entassent dans des points de... c'est une boucle. Il faut que la boucle soit fermée. Où la société dédiée fait un jour, 2 jours, 3 jours sans passer. C'est une boucle. Donc, et il y a même des poubelles spontanées également. Vous avez dit tout à l'heure, dans votre propos, qu'il faut 15 milliards chaque année. Chaque année. Pour la seule ville de Yaoundé. 80% des tas de propriété de la ville de Yaoundé, même pas 100%. Ça veut dire qu'ici, il faut aller à 100%, il faut aller au-delà de 15 milliards. Et actuellement, la ville de Yaoundé, en 5 ans, n'a mis que 5 milliards par an. Donc, sur 15 milliards, vous avez 5 milliards. 5 milliards. D'où cet aspect de salubrité de nos rues. Parce que nous ne pouvons collecter qu'en fonction des moyens que la ville de Yaoundé dispose et que l'État du Cameroun a mis à cet effet. Alors, entre-temps, l'État a créé un droit d'assise spécial destiné au financement à l'enlèvement des ordures qui a produit l'année dernière 31 milliards de francs CFA. C'est une taxe qui est collectée par les douanes camerounaises. 31 milliards de francs CFA. Sur les 31 milliards, la communauté urbaine de Yaoundé a droit à 17%, Douala aussi à 17%. On voit bien que jusque-là, ça reste insuffisant. Qu'est-ce qu'on fait donc? Si la clé, c'est de pouvoir trouver 15 milliards et que pour le moment, on ne réussit à trouver que 5 milliards, on peut bien trouver les 10 milliards quelque part. Je suis sûr que les Camerounais sont même prêts à payer si on leur garantit qu'on va enlever les ordures. Monsieur Etende? Oui, ça montre qu'on n'a pas encore mobilisé les ressources qu'il faut. Il faut le dire. La production des déchets est liée à la consommation. Est-ce que nous consommons pour 15 milliards? Prenons seulement les champagnes et les vins. Ça doit dépasser ce montant. Donc, et chaque fois qu'on consomme, il y a un déchet qui est produit. Il faudrait donc que la mobilisation des ressources pour la gestion des déchets soit en rapport avec la consommation. Le niveau de consommation ne peut pas augmenter et le niveau de gestion, de mobilisation des ressources pour la gestion des déchets ne suivent pas. Alors ça pose un problème clé, en fait, c'est qu'il n'y a pas une politique de gestion des déchets. Pourquoi il faut une politique? Madame le directeur va laisser dire ça? Pas du tout, je ne voudrais pas l'arrêter. Permettez que je termine. Il faut une politique. La politique doit dire, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut faire des déchets. Et il ne s'agit pas simplement de prendre les déchets, de les mettre dans la décharge. Il y a des déchets qui peuvent être transformés. Il y a des déchets qui peuvent être réutilisés pour fabriquer de l'énergie, l'électricité, etc. Il faut déjà qu'on sache qu'est-ce qu'on veut en faire. Jusqu'à présent, nous nous limitons à décharger, à décharger. Bon. Deuxièmement,
il faut définir quelles sont les ressources qui vont servir à gérer les déchets. On parle du droit d'assises qui produit 31 milliards, ce n'est pas assez. Donc ça veut dire qu'il faut encore que, à travers une loi, on crée de nouvelles ressources qui vont être affectées à la gestion des déchets. Ensuite, il faut définir toutes les institutions qui doivent intervenir. Ce n'est pas simplement les entreprises chargées d'enlever les ordures qui sont concernées. Au niveau gouvernemental, il y a quelqu'un qui doit définir, qui doit jouer un rôle de régulateur. Au niveau des communes, il faut que les communes aient toutes des plans de gestion des déchets. Et on doit savoir également qui est opérateur. Ce n'est pas simplement Isacam, ça peut être également des industries qui ne sont pas forcément dans l'enlèvement des déchets, etc. Ensuite, le secteur informel dont on parle peu, qui ne participe pas. Nous avons dans nos décharges des gens qui fouillent dans les déchets et sortent de la valeur de ces déchets. On ne les prend pas en considération. Et puis, donc il y a... Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de politique. Ce que l'on voit dans les documents aujourd'hui, on me dit toujours les stratégies. À la communauté, une stratégie est faite pour mettre en œuvre une politique. Mais nous, on parle des stratégies sans la politique. Et c'est là le problème central aujourd'hui. Madame le directeur. Oui, je pense que sur ce point, je suis d'avis avec lui, parce qu'effectivement, dans les collectivités décentralisées, nous parlons des stratégies qui, en principe, devraient découler des politiques nationales. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, par exemple, la ville de Yaoundé a défini sa stratégie de gestion de déchets depuis 2011, où toutes les pistes de valorisation et de traitement ont été bien définies et bien circonscrites. Malheureusement, il faut arriver au bout de la chaîne. Mais pourquoi on ne valorise pas? On n'arrive pas au bout de la chaîne. Pourquoi? Parce que, ayant fait la catégorisation des déchets produits par nos ménages, qui sont à 80% fermentescibles. Ça veut dire que quand on a fait le tri à la base, par exemple, on va ne retirer que 20% des déchets qu'on peut recycler. 80% vont aller à la décharge, parce que les 80% ne peuvent produire que de la biomasse, que de l'énergie, que du biogaz. Or, le biogaz sera produit, il sera distribué où? L'énergie est produite à quel prix? Elle sera distribuée où? Il faut investir. C'est pour ça que quand Hippolyte parle de la politique de gestion des déchets, c'est cette politique qui devrait définir qu'est-ce qu'on en fait des produits. Qui doit définir la politique donc? La politique doit être... C'est le gouvernement qui définit la politique. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, on parle de la production de l'énergie par ces déchets. À quel coût? Les études ont été menées, les investisseurs sont arrivés, on a défini le coût de kilowattheure de production d'énergie par ces déchets à 115 francs le kilowattheure. Le coût de revient. Quand il faudrait bien le vendre, on va le vendre à combien? Quand on sait que le prix du kilowattheure dans nos ménages, c'est environ 65 francs. Bon, j'imagine que si la politique avait défini qu'on construit les usines de traitement des déchets, parce qu'il faut bien des gros moyens, il faut construire d'abord ces usines. Le prix du kilowattheure reviendrait moins cher aux ménages. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Actuellement, l'énergie est subventionnée, que nous consommons dans les ménages. Pourquoi on ne subventionnerait pas la construction de ces usines de traitement des déchets? En attendant donc, les déchets continuent de faire le yo-yo. Je n'ai pas terminé, Aimé Robert. Vous aurez du mal à terminer. Non, quelques mots. Inépuisable. Parce que quand on parle de la précollecte est gérée au niveau des communes d'arrondissement. Il faut bien qu'il y ait un lien, il faut bien qu'il y ait des limites soit franche entre la précollecte et la collecte. Parce qu'en principe, il y a la loi de la décentralisation qui est venue mettre un peu les règles sur la gestion des déchets en disant que les communautés urbaines, c'est leur compétence exclusive au niveau de la collecte, transport et traitement. Par contre, la précollecte, c'est au niveau des communes d'arrondissement. Maintenant, la limite, c'est où? La limite se situe où? Où sont les points de rupture entre la collecte et la précollecte? Donc, en attendant, lui, le citoyen, lui, il subit des montagnes d'ordures.
Alors, je voudrais solliciter vos solutions. On n'a plus beaucoup de temps sur le sujet parce qu'on a d'autres problèmes de la ville à évoquer. Donc, sur les ordures, de manière concrète, quelles seraient vos solutions pour être beaucoup pour trouver le gap des 10 milliards? Non, l'évoquer ainsi reviendrait à dire qu'on est dans une politique de continuité qui voudrait qu'on entretienne ce qui se passe. C'est-à-dire, on cherche toujours l'argent pour résoudre un problème et pourtant on a de l'argent. On n'a pas besoin de chercher l'argent. Les ordures, même déjà, c'est de l'argent. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a un véritable problème, Aimé Robert. Je vous ai suivi plusieurs fois traiter la question de la décentralisation au Cameroun, qui, ma foi, n'est toujours pas réelle. Parce que si aujourd'hui les collectivités territoriales décentralisées avaient véritablement le pouvoir, bien que ce soit marqué dans les tests, parce que quand on parle de transformation, les ordures aujourd'hui c'est de l'argent. Vous savez que les ménages, le simple fait de les avoir, peuvent les vendre. On achète les ordures. Ça veut dire que les ménages peuvent librement contribuer à la pré-collecte sans qu'on ne leur dise il faut faire ceci, déposer à tel endroit ou à tel endroit. Elles peuvent librement contribuer. Maintenant, et là, c'est là que j'ai parlé de la politique gouvernementale dans la gestion globale, n'est-ce pas, des ordures. Si on était dans une véritable décentralisation, on saurait, les collectivités territoriales auraient, n'est-ce pas, la possibilité de travailler avec des structures qui, elles, peuvent transformer ces ordures. Et puis, parce que là encore, il y a un blocus, madame. Quand vous dites on peut transformer en énergie et revendre à qui? Il y a un contrat malheureusement exclusif avec une entité qui s'appelle Eneo. Donc, il faut aller renégocier avec Eneo pour revendre à Eneo pour que Eneo redistribue. Donc, vous voyez, vous voyez que c'est un cercle vicieux. Et là, vous aurez l'impression que les maires ne font pas solution. Il faut qu'on soit, on entre en plein dans la décentralisation et que nous sommes dans la décentralisation. Monsieur Biena, je sais de quoi je parle et que les collectivités territoriales ont le plein pouvoir, n'est-ce pas, de gérer les ordures jusqu'au bout. Monsieur l'ancien maire de Yaoundé 2 et de Yaoundé 7. Oui, mais je voudrais quand même revenir à beaucoup de choses qui sont dites. Je vais rappeler aux uns aux autres que la précollecte est un aspect de la gestion participative de l'enlèvement des ordures. Je pense qu'il faut développer des outils de concertation. Parce que tout cela ne peut pas se faire avec un acteur d'un côté et à l'État. Oui, mais quand on a même précollecté, monsieur le maire, on dépose les ordures ou après avoir précollecté. On les dépose quelque part et l'entreprise chargée, le camion ne passe pas pendant une semaine. Mais tout ceci, donc, d'accord, précollectons, mais après la précollecte, on voit des tout ceci est lié à la rupture justement de la concertation. Parce que si tous les acteurs sont d'accord sur ce qu'il y a à faire, nous pourrions arriver à identifier ce qui va, ce qui ne va pas, ainsi de suite, et faire en sorte que les ordures soient régulièrement enlevées. Mais je vais revenir également sur le modèle. Parce que, et aujourd'hui même, il y a une dérive, les populations lassent d'attendre les camions des sociétés chargées d'enlever les ordures, se mettent aujourd'hui à les brûler, ce qui crée un autre problème en termes d'environnement, de pollution, de maladies. Mais c'est une pratique qui est en train de se généraliser dans l'indifférence générale. Aimé Robert, je ne voudrais pas qu'on élude un problème fondamental parce qu'il faut des moyens. Il faut des moyens pour pouvoir réussir ces politiques-là. Et je pense que M. Etende a parlé du modèle de manière sous-jacente. Et là, je peux rejoindre le président. Il est impératif et urgent que nous puissions avoir une fiscalité locale autour de ces problèmes-là. Si la fiscalité locale n'est pas là, nous ne pourrons jamais mobiliser des moyens qui sont colossaux parce que n'oublions pas que l'urbanisation, la croissance urbaine au Cameroun, qui était de 52% dans les années 2010, est passée à environ 60% en 2020. Ça veut dire qu'en réalité, pour ceux qui le savent parfaitement, nous allons avoir 80% de la population camerounaise, sinon un peu plus, qui vivra en milieu urbain. Ce qui va nécessiter des moyens colossaux. Mais absolument, si on n'a pas de vision, si rien n'est planifié, nous ne sommes qu'au début de nos problèmes.
faut voir qu'à Douala, il y a le maire de la ville, la mairie de la ville, a créé des petits endroits de dépotage qui servent donc de transit pour les grands lieux. Mais est-ce que c'est suffisant quand on a tout simplement une compagnie comme Isacam et autres qui doit se charger et qui elle-même est en déficit, n'est-ce pas, de matériel. Le problème est réel. Donc le problème, il est beaucoup plus profond. J'ai parlé du problème de la production des ordures. Si vous produisez 2600 tonnes journalièrement et que vous payez à l'entreprise chargée de collecter 1200 tonnes, les autres vont où? Il y a un déficit structurel. Ils restent dans la nature. C'est un problème de moyens financiers. Parce que si les entreprises qui sont sur le terrain, qui sont en charge de gérer ces déchets, sont payées à juste titre en fonction du volume des déchets collectés, il n'y aurait pas ces déchets. Madame, alors très rapidement, la valorisation de ces déchets. Je vous ai dit, la valorisation ne prend que 20%. Des entreprises privées qui vont se charger d'aller vers les ménages et autres vers des coins pour récupérer, parce qu'elles ont besoin de ces ordures pour en faire de l'argent. La catégorisation de ces déchets a été faite. Je suis d'accord. La valorisation ne représente que 20% des déchets produits. 80% vont où? Ce sont ces déchets fermentés. 80% ne peuvent pas être... elles sont valorisées, j'ai dit, en biomasse, en compost, je veux dire, en compost. Madame, Monsieur, du compost. Madame, Messieurs, à la décharge. En vous écoutant, vous êtes en train de nous plonger dans un débat inextricable. Donc, qui peut nous plonger dans un découragement total. Donc, je suggère quand même, sortons quand même... Donc, créez-nous une once d'espoir. Sortons quand même par la faisabilité de quelque chose, parce que là, on entre dans un cercle vicieux, on tourne comme si c'était inextricable. Sur la problématique de l'enlèvement des ordures ménagères, je pense qu'il faut une fiscalité spécifique sur ce... Mais il y a déjà ce droit d'assises. Les droits d'assises... Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, monsieur. C'est déjà quelque chose, monsieur Aimé Robert. Les droits d'assises ont été soumis à péréquation. Ça veut dire que vous avez collecté 31 milliards... Yaoundé à 17%, Douala à 17%. Donc, évalue un peu 17% de ces 31 milliards. Et il faut parler d'unicité de caisse de l'État du Cameroun. Quand bien même ces droits d'assises sont collectés, ils arrivent à quelle cadence? Alors, monsieur Tende, il y a une autre problématique, je m'en voudrais ne pas l'évoquer, c'est les nouveaux quartiers qui sont oubliés, qui ne sont même pas dans la cartographie parfois des sociétés d'enlèvement des ordures en ce moment. Il y en a deux à Yaoundé en ce moment, mais dont le contrat arrive bientôt à expiration, si ce n'est déjà arrivé le 31 mars dernier, si mes informations sont bonnes. 31 mars. Donc il y a même une période de flottement là. En fait, c'est encadré par le Code des marchés. Il y a eu les prolongations des délais, donc en attendant que le processus de contractualisation aboutisse. Les entreprises vont continuer de... Elles continuent. Alors, les nouveaux quartiers qui sont un peu abandonnés à eux-mêmes, et Yaoundé qui n'en finit pas de s'étendre. Oui, c'est l'un des plus grands défis des deux métropoles, parce que le Cameroun a deux métropoles qui sont vraiment des métropoles, Douala et Yaoundé, qui s'étendent sur des superficies énormes. Et effectivement, dans les quartiers d'extension périphérique, on n'a pas de services urbains, de manière générale. Et normalement, lorsque... dans ces quartiers qui se développent par des lotissements successifs, il est normalement prévu que chaque lotissement prévoit au moins un point de dépôt de déchets. Mais ces lotissements sont faits de manière informelle. Et puis même quand ils sont approuvés par les communes ne récupèrent même pas ces points, ne veillent pas à ce qu'on récupère ces points qui ont été désignés dans les plans de lotissement pour servir de points de dépôt provisoire. Alors ça fait qu'au bout d'un certain temps, ces parcelles sont revendues et réoccupées. En conséquence, effectivement, dans ces zones-là, les déchets ne sont pas du tout enlevés. Et ça peut représenter... Parce que quand on parle des déchets produits à Yaoundé, en fait, c'est l'aire qui est couverte par Isacam. Ce n'est pas l'ensemble de la ville de Yaoundé. Et dans les zones périphériques, on peut estimer, on n'a pas de chiffres, les statistiques sont très anciennes, mais on peut estimer qu'au moins 40% des 3 millions, des 4 millions de Yaoundé
vivent dans ces zones périphériques. Et ça, c'est une grosse production de déchets qui se retrouve dans les rivières. C'est tout. Et donc, dans la pollution. Madame, concluez sur le sujet très rapidement. En fait, je voudrais... concluez sur le sujet avec des perspectives. Oui. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? L'étalement de la ville a effectivement des corollaires qui sont effectivement la mauvaise gestion de ces services sociaux de base. Donc, ces quartiers sont désenclavés, donc difficilement accessibles par les entreprises de collecte de ces déchets. Et peut-être faire un point sur les lotissements. Actuellement, il ne s'agit pas de lotissement, il s'agit de découpage. Parce que quand on parle de lotissement, on peut comprendre, on peut penser... On va reparler des lotissements. On va reparler des lotissements. Donc, actuellement, ce qu'on doit faire... Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est de trouver effectivement une gestion, comme j'ai dit, de manière propre et durable, donc en construisant des usines de traitement des déchets. Et pour vous, c'est fiscaliser? Ben, je pense qu'on ne peut pas éviter l'urgence de mettre en place une fiscalité spécifique sur l'enlèvement des ordures ménagères. Je voulais dire, Aimé Robert. Donc vraiment, je voulais une proposition concrète. Je voulais juste une proposition parce que nous avons encore d'autres problèmes de la ville à Aimé. Non, je voudrais vous dire que ce n'est pas si difficile que ça. J'ai vu des paysans aller se faire délivrer un certificat de propriété à 25 000 francs. C'est beaucoup d'argent, un peu trop d'argent pour quelqu'un qui vit dans un village. Ouais. Pourtant, on a pu mettre en place cette disposition pour avoir un certificat de propriété foncière. On peut faire la même chose parce que dans nos villes, dans toutes nos villes produisent 70% de notre PIB national. La qualité de la vie dans la ville est très très importante parce que c'est un facteur d'inclusion sociale. Si on ne peut pas faire face à ces problèmes qui améliorent même le vivre ensemble, ça veut dire qu'on est complètement à côté de la plaque. Alors, des propositions, en un mot? Oui, il faut dire qu'il faut, j'insiste là-dessus, que les collectivités territoriales décentralisées aient la latitude et les pleins pouvoirs, n'est-ce pas, de pouvoir traiter la question des déchets. Parce que, si vous me permettez, en 10 secondes, j'ai insisté sur la transformation d'ordures ménagères en électricité tout à l'heure. Et est-ce que vous savez, Aimé Robert, que pour qu'une entreprise se lance, n'est-ce pas, dans la production, la transformation des ordures en énergie, il faut l'accord du chef de l'État. Vous voyez la lourdeur administrative là, et qui va aboutir d'abord à une signature d'un MOU avec la société Eneo pour, vous voyez, autant de choses. Donc il y a une lourdeur administrative qui empêche même que, de façon privée, des investisseurs entrent dans le secteur. Et si les investisseurs entrent dans le secteur, c'est les familles qui sortiront gagnantes. Parce que les ordures, je peux vous rassurer que seront même achetables aux familles. Alors la ville, c'est aussi la mobilité urbaine et Yaoundé étouffe. Étouffe à cause des ordures, mais étouffe aussi parce qu'on a du mal à circuler. Yaoundé n'a pas éprouvé de l'un des attraits des grandes villes, le transport public de masse. Du coup, il y a une évocation véritablement très nostalgique du bon vieux temps de la SOTUC. Il y a eu dans l'intervalle plusieurs expériences, mais elles n'ont pas prospéré. Madame le directeur, est-ce qu'il y a des perspectives à court terme? On parle d'un BRT, mais lui également, il est à l'échéance 2028-2030. Et on se 2026. Demande, voilà. Mais on se demande d'ici à là où rythme vont les choses, où selon une étude de la Banque mondiale, 86% du volume du trafic de Yaoundé est effectué par les taxis et les voitures personnelles, d'où l'engorgement. Et le transport est devenu le troisième poste des dépenses des ménages de Yaoundé. C'est exact. Actuellement, la ville de Yaoundé a recruté un prestataire pour effectivement fournir ce service. Le prestataire, le contrat est signé, le prestataire s'est déjà mobilisé. Donc nous attendons que les bus arrivent pour une ligne. Parce que, quelle ligne? Les lignes avaient été lancées, c'était 13 lignes.
Malheureusement, nous n'avons pu contractualiser qu'avec un seul prestataire sur les 13 lignes. Donc, c'est 3 lignes qui ont été pourvues. Donc, nous avons d'autres offres qui sont en examen par la mairie de la ville. On peut s'avancer sur une échéance 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. En fait, aux dernières nouvelles, le prestataire en fait, pas aux dernières nouvelles, dernièrement, il a présenté son planning de mobilisation et il était question qu'il mobilise le financement et faire venir les équipements. Vous ne voulez pas vous mouiller sur l'échéance? Non, je ne veux pas me mouiller. Hippolyte Etende, sur ce transport public de masse qui semble dans l'impasse depuis quelques années, même si on nous annonce là des perspectives. Oui, c'est déjà une bonne chose qu'on réfléchisse entre à Douala et à Yaoundé sur la mise en place de transport public de masse. Et qu'on réfléchisse encore mieux en voulant mettre un transport public qui soit un peu plus rapide que le bus classique. C'est déjà bien. Mais est-ce que toutes les conditions sont mises en place pour que ce transport fonctionne? Nous avons eu dans les années 74, je crois qu'il y avait été créé la SOTUC. La SOTUC a fonctionné, mais la SOTUC est morte. Pourquoi? Parmi les causes qui ont entraîné la faillite de la SOTUC, il y avait l'état de la voirie. À l'époque, il y avait l'état de la voirie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation à Yaoundé comme à Douala où nous sommes incapables d'aligner 5 km de voies continues non dégradées. Donc, ça pose déjà, ça montre la première urgence. C'est-à-dire, les bus, oui, mais sur de la voirie. C'est vrai que le BRT dont on parle, lui, il va être sur un site propre. Mais le reste de la circulation, 80% taxis et voitures personnelles, le reste de la circulation va se passer où? Sur quelle voirie? Donc l'urgence, je crois qu'il ne faut pas prendre des solutions pièce par pièce. Il faut réfléchir globalement sur le problème de la mobilité. Dans un premier temps, les voiries. Et dans les voiries, il faut créer une catégorie de voies qui n'est pas encore clairement définie, qui est la catégorie des voies structurantes. Les voies structurantes où le niveau de service imposé doit être entre 40 et 50 km à l'heure. Actuellement, on roule à 10 km à l'heure sur nos routes. Il faut qu'on arrive à passer à 40. Ce n'est pas sur toutes les voies que ça se passe, mais sur un réseau structurant, bien défini. Il faut déjà le faire. Ensuite, maintenant, il faut mettre l'entretien sur le reste du réseau. En ce moment-là, on peut désaffecter les voitures particulières et les taxis sur les réseaux secondaires et laisser maintenant la place pour que l'on puisse mettre en place un BRT. Parce que si on prend le BRT qui a été défini à Yaoundé, tout le monde voit le trafic qui passe sur la route, sur l'axe au Lembe, Van, tout le monde voit le trafic qui passe. Lorsqu'on va sélectionner, on va réduire la capacité de ces voies en mettant des voies réservées, que vont aller les autres véhicules? Donc, il faut prendre le problème dans leur ensemble. C'est ce que je peux dire. Madame, pourquoi le rail? Pourquoi vous n'exploitez pas le rail? En fait, comme dans d'autres pays. Aimé Robert, je pense que c'est un problème de modèle économique. Parce que le rail, il faut voir la rentabilité. Nous avons un problème d'urbanisation tel que vous-même vous avez dit, débridé. Ça veut dire que avec ces éléments, ces sous-éléments qui sont la mobilité, les ordures, le désordre urbain, les voiries. Donc c'est tout un ensemble. Parce que si vous avez une ville qui est étalée, vraiment le transport par rail, par tram, c'est pas rentable. Et le problème, par exemple, du transport de masse, c'est la subvention. Parce que vous avez des problèmes de la bourse du Camerounais. Il faut bien... le problème a été bien circonscrit. Je pense que le problème est maîtrisé actuellement au niveau de la mairie de la ville de Yaoundé parce que nous n'avons pas choisi des lignes au hasard. Ça découle d'une étude. Il y a des rocades qui ont été définies, qui sont en train d'être aménagées. Le maire de la ville de Yaoundé, par exemple, pour l'exercice 2024, la priorité, c'est la réhabilitation des voiries.
Et aussi pour élever l'équivoque, pour dire qu'effectivement la catégorisation des voiries a été faite. Elle est bien connue. Mais seulement c'est un problème de financement. Comment est-ce que la ville de Yaoundé seule peut, avec ses ressources propres, réhabiliter ces voiries? Ce n'est pas possible. Donc la mairie de la ville de Yaoundé réhabilite au fur et à mesure du niveau de ses moyens. Mais sur les voiries, il y a un point que les téléspectateurs ne comprennent pas. Pourquoi vous attendez de laisser une route se dégrader totalement? Pourquoi vous ne traquez pas? Pourquoi vous n'avez pas une brigade nocturne qui traque les nids de poules tous les soirs? Et pour que le matin, dès qu'un nid de poules surgit... À la ville de Yaoundé, il y a les équipes en régie qui travaillent nuit et jour. Pourquoi il y a les entreprises qui travaillent. On laisse les nids de poules fleurir? Il faut dire que la voirie de la ville de Yaoundé est vieillissante dans son entièreté. Aujourd'hui, on peut citer des cas palpables. Vous finissez de faire le traitement des nids de poules, 2 jours après, vous revenez, parce que la route se comporte en ce temps-là comme une éponge. 2 jours après, vous revenez, un nid de poule s'est créé en avant parce que la route a incurgité de l'eau. Et l'eau ne s'arrête pas, l'eau ne disparaît pas, comme ça l'eau s'infiltre dans la couche de chaussée. C'est pour ça qu'actuellement, le maire de la ville s'est engagé à faire totalement la réhabilitation, presque, on peut même dire que c'est des travaux neufs, parce qu'il faut reprendre les couches de chaussée. Quand on vient colmater au-dessus d'une couche qui est pourrie, le résultat est là. 2 jours après, vous revenez, vous trouvez les clous. Alors, Président Matomba, je vois bien que c'est des problèmes connexes qu'il faut mettre ensemble, le transport public de masse et la voirie urbaine. Oui, vous savez, ce que je déplore encore une fois de plus, je vais revenir, c'est cette même mise aussi présente qu'elle est de l'administration centrale. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Le maire de la ville de Douala, il crée une régie des routes quand il arrive. Les documents montent à Yaoundé, comme toujours, comme on dit à Yaoundé, où nous sommes présentement, et les documents restent dans les tiroirs bloqués. Il souscrit à un crédit en emprunt, à la Banque Ublia, pratiquement 7 milliards pour l'acquisition des engins, et rien n'avance parce que tout est bloqué. Des gens vous disent que qu'est-ce qu'on gagne dans ce type d'investissement. Voilà pourquoi tout est bloqué. Il réussit, je ne sais pas quelle voie, à faire débloquer les choses plus d'1 an plus tard. Et vous savez qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans pour parler des élus. Plus d'1 an plus tard, les dossiers sont restés dans des tiroirs. Et entre-temps, il y a l'annonce du BRT qui était fait, des accords avec la Banque mondiale pour, n'est-ce pas, lancer le BRT. Et ce n'est que maintenant qu'il commence donc à déployer la régie des routes, qui, elle, s'occupe donc de résoudre le problème de la mobilité et de la voirie. Et qu'est-ce qui se passe? Là encore, il faut noter que quand on finit de lancer l'appel d'offres, il faut passer les commandes. Il y a un temps pour que les appareils arrivent. Là, je pense que tous les appareils ne sont pas encore là, mais il y a un travail qui est en train d'être fait pour la voirie. Et ensuite, donc, il faut attaquer ce problème de BRT. Donc, vous voyez que là, l'administration centrale pèse encore beaucoup plus parce que, malheureusement, et ça, il faut le décrier, des personnes sont élues pour résoudre les problèmes des citoyens. On dit on est dans la décentralisation, mais ces personnes n'ont pas la liberté d'avancer complètement avec les projets à leur rythme. Parce qu'il faut absolument que un administrateur un peu plus haut regarde et parfois, lorsqu'il ne trouve pas son intérêt, plusieurs citoyens sont pénalisés. Donc, vous comprenez donc la nécessité d'entrer en plein dans la véritable décentralisation, parce que même les fonds, Madame le directeur, la mairie de Yaoundé peut lever des fonds. Là, présentement, la mairie de Douala est en train de lever les fonds en bourse. La mairie de Yaoundé peut lever des fonds pour résoudre les problèmes de la mobilité. Et l'image qu'on renvoie aux citoyens, c'est que le maire ne fait rien. Le maire ne peut pas, et il est incompétent, et bien d'autres choses. Et pourtant, il y a de la volonté, sauf qu'ils ont des bras liés par qui? Par ceux qui sont assis beaucoup plus haut, parce que nous ne sommes pas dans une décentralisation réelle. Monsieur l'ancien maire. Oui, mais monsieur le président a dit beaucoup de choses intéressantes. Je vais d'abord lui dire que je lui sais gré de nous avoir appelé que la ville de Douala est en train de lever des fonds en bourse. Mais ce projet de lever des fonds en bourse, qui a été si opportunément mis en place par M. Lamine Bassa.
l'a été il y a 27 ans. Il y a 27 ans. Ça a été le début de ce projet de lever des fonds en bourse. Je pense que, pour revenir à nos problèmes de voirie et d'infrastructures de routières, il est important qu'on puisse avoir des infrastructures routières performantes et adaptées. Et pour qu'on puisse le faire, il faut pouvoir assurer de manière tout à fait continue et permanente leur maintenance, parce que c'est des infrastructures routières qui sont vieillissantes. Sont vieillissantes et qui sont insuffisantes, qui ont une telle charge, parce que l'urbanisation est telle que ces voiries qui existaient il y a 20-30 ans sont obligées de subir une charge qui est tellement lourde qu'il est important qu'on puisse... Et là, sur le financement, sur le modèle de financement, là également, je pense qu'il faut être très innovant. Il faut rechercher l'argent là où il est. Nous avons une jeune caisse de dépôt et de consignation. Dans d'autres pays, la caisse de dépôt et de consignation finance des infrastructures à long terme d'urbanisation. Je pense qu'il faut y penser aujourd'hui, ne pas y penser quand on n'aura plus de route du tout, pour qu'on puisse mettre en place des mécanismes de financement qui soient permanents, même des emprunts. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de flexibilité. Madame le directeur parlait de la lenteur dans la passation des marchés, parce que tout ça, il y a des ruptures. Je pense qu'il faut donner plus de flexibilité à ces collectivités, à ces acteurs de l'urbanisation, pour qu'on puisse avoir des infrastructures qui soient performantes. Il y en a qui demandent un code des marchés dédiés aux collectivités territoriales décentralisées. On a entendu dire ça. Je pense qu'il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut surtout donner de la flexibilité et, au lieu de recentraliser, faire en sorte que la décentralisation soit une réalité, mais en même temps, lorsque le gouvernement doit intervenir, et là je suis un peu d'avis avec le président, je pense que ça doit se faire au niveau du gouvernement, au niveau des ministères. Vous savez que chaque fois qu'un dossier sort du gouvernement et est obligé d'aller plus haut, on a l'impression que rien ne bouge plus. Donc c'est un peu tout ça. Alors, bon, les routes sont surchargées parce que normalement tout le monde n'a pas vocation à rouler avec sa voiture personnelle. On ne devrait pas avoir ce trafic de 86% de voitures personnelles et de taxis parce qu'il n'y a pas de transport public de masse. Donc, on revient au point de départ. Et parce qu'il n'y a pas de mode de transport alternatif. Voilà. Parce que le mode de transport alternatif qu'on a eu ici, parce que les voiries étaient dégradées, c'est des mototaxis, avec des conséquences que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Parce que j'ai même assisté à un meeting où nous appelions à faire en sorte qu'il y ait plus de mototaxis. Pardonnez-moi, je me mords encore les doigts d'avoir été à ce meeting. Alors, voilà, c'est comme si vous lisiez dans mes fiches les mototaxis très rapidement. En l'absence de ce système de transport public de masse, la nature aura du vide. Les mototaxis se sont engouffrés partout. En notre temps, le centre-ville leur était interdit, mais aujourd'hui, les mototaxis sont les rois de la route, y compris au centre-ville, y compris sur l'itinéraire présidentiel. Ils entrent partout, ils vont en tout et partout. Madame, vous êtes résignée? Pas du tout, mais pourquoi vous ne faites rien? En fait, il faut peut-être dire que la ville, ce n'est pas la ville du maire de la ville de Yaoundé. La ville, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que toutes les administrations qui y sont, c'est leur ville. Ça veut dire que chaque administration, à son niveau, a une responsabilité en ce qui concerne, par exemple, le désordre urbain. Donc, si on doit résoudre le problème de désordre urbain, il faut le voir dans sa globalité. Le problème de mototaxi ne s'arrête pas qu'au niveau de leur présence au centre-ville. Il faut comprendre que les mototaxis, à un moment donné, ont aidé effectivement les populations dans les zones enclavées. Continue. Hein? Comment est-ce que on peut gérer cette situation quand, à un moment donné, on décide de cliver la ville en secteurs? C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'urbanisation se gère en un. L'urbanisation ne s'émiette pas. Parce que quand il faut gérer le problème de circulation dans la ville de Yaoundé, de la mobilité, c'est la mairie de la ville de Yaoundé qui est seule compétente. Mais quand il faut que c'est les communes d'arrondissement qui donnent les licences, qui attribuent, qui gèrent les mototaxis, ça devient compliqué. Comment est-ce que le maire de Yaoundé sait
de la commune de Yaoundé 7 va interdire à une moto de se retrouver à la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. Ce n'est pas possible. Donc c'est un problème qu'il faut effectivement, pour nous, que ça reste au niveau des périphéries. Absolument. Ça doit rester au niveau des périphéries. Chaque commune d'arrondissement a une zone rurale. Absolument. Que ces motos restent au niveau des zones rurales, on accepterait. Mais envahies, parce que c'est ça qui crée tout le désordre fou que nous trouvons sur nos voies de circulation. Ils ne respectent pas. Et pourquoi on ne fait rien? Monsieur, pourquoi on ne fait rien? Pourquoi on laisse faire? Je ne sais pas si on laisse faire, mais je pense qu'on n'a peut-être pas les moyens d'agir. À ce point? On n'a pas les moyens d'action. Il faut savoir que les mototaxis, c'est un mal que nous devrons encore accepter pendant un certain temps, le temps que les transports publics de masse prennent aient une forte incidence sur les déplacements quotidiens. Nous sommes encore très loin de ça. Donc, ça veut dire qu'intelligemment, nous devons utiliser les mototaxis. Et utiliser les mototaxis, c'est... Je veux dire, il y a des villes, par exemple, où les mototaxis existent, mais ils ne se comportent pas comme ici au Cameroun. Kigali. Il faut se poser la question. Kigali. Les mototaxis respectent les feux rouges. Les mototaxis... mais ici ils ne respectent rien. Les mototaxis les taxis sont couverts. À Jakarta, par exemple, les taxis sont couverts. Donc, il y a un certain confort. Ça a été accepté. Donc, il faudrait que nous nous donnons les moyens de gérer ce mode de transport qui n'est pas un pis-aller aujourd'hui, qui n'est pas un pis-aller. Il résout des problèmes. Et si on commence à avoir des mototaxis qui viennent au centre-ville, ça veut dire qu'il y a une demande de déplacement qui voudrait les amener au centre-ville. Alors, les interdire d'atteindre le centre-ville, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on offre en face? Nous sommes à la quadrature du cercle. Alors, je vous propose quand même, pour qu'on retrouve un peu d'espoir, parce que dit comme ça, ça veut dire que c'est la quadrature du cercle, les perspectives sont sombres. Donc, je vous propose un sujet qui démontre quand même qu'on réfléchit. Donc, Yaoundé qui vient avec quelques projets. C'est l'éclairage du soir, le deuxième éclairage de Franck Evina. Yaoundé qui vient. Ces visuels font rêver. Ils illustrent la vision de la mairie de la ville qui veut donner à Yaoundé un visage plus avenant. Cible prioritaire du projet baptisé Yaoundé Cœur de Ville, les carrefours, les gares routières et certaines voies d'accès. Une composante qui concerne les aménagements des carrefours, Hiligedjoa, Hiligefa et Mvan, avec la construction de deux gares routières, une en Van et l'autre à Messa. La composante 2 comprend les aménagements légers de 3 autres carrefours, le carrefour Emombo, le carrefour Hawaï et le carrefour Soumanguier. Cette composante 2 comprend aussi une voie d'accès au Mont Messa et l'aménagement des sentiers pour les piétons à l'intérieur du Mont Messa. 50 milliards de francs CFA à investir, fonds C2D pour la majeure partie et 6 milliards de francs CFA comme contribution de l'État. Les études sont bouclées, l'appel d'offres est lancé. À la mairie de la ville, on se dit prêt pour la grande nuit. Les fonds sont disponibles. C'est la procédure de passation des marchés qui est en cours. Et on espère qu'elle va donc aboutir avant la fin de l'année et que les travaux devraient commencer en 2024. Yaoundé Cœur de Ville, une autre réponse aux problèmes de mobilité urbaine. L'une des priorités de la mairie de la ville. Adressage des nids de poules, construction des dallos, réfection des routes. Les lignes bougent. Jadis assimilé à un coupe-gorge, le lac municipal se transforme en une attraction touristique majeure. La première phase vient d'être achevée. Nous sommes dans la phase de réception des travaux qui ont consisté en la construction d'un restaurant, en la construction d'une voie multimodale tout autour du lac, d'une voie d'accès et des aménagements paysagers tout autour du lac. Kennedy, poste central, voirie municipale, 3 secteurs où par ces temps de pluie, quand le ciel s'assombrit,
il y a risque élevé d'inondation. Après le PADI qui a considérablement limité le phénomène, le PKD veut l'enrayer en centre-ville. Il est prévu donc les travaux à l'avenue Kennedy avec un collecteur souterrain qui sera construit. Et en amont de ce collecteur-là, il y aura un lac qui doit être aménagé en amont de la rivière Djungolo, derrière le lycée de Liguessono. Il y aura également un dalo construit en face de la voirie municipale. Et nous allons également envisager de faire des travaux de réhabilitation de certaines voiries. La rue SNI Marché Nfundi Montesquieu, ce tronçon-là, le tronçon de rue derrière le palais des sports qui longe le canal et qui passe par le marché Charbon pour aller s'achever au niveau des sapeurs Mokolo. Voici l'une des réalisations du PADI. Une vingtaine de kilomètres de canalisation des eaux, mais cela n'a pas permis de résoudre définitivement le problème des inondations dans le cœur de la capitale. Du coup est né le projet PKD, en abrégé. Il est censé débuter fin 2024. Il y a donc espoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gaël Obono qui va nous relayer les contributions des internautes sur nos plateformes numériques. Bonsoir Gaël. Bonsoir Aimé, Robert Bina, bonsoir chers panélistes, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la rubrique C'est Online. Il faut le préciser, ce soir, ils ont été très nombreux à réagir aux deux thèmes de cette soirée présidentielle 2025 pour qui votera la diaspora et Yaoundé-Douala, les urgences de l'urbanisation. Alors nous avons rassemblé les différents commentaires et questions. En première partie, concernant la présidentielle, la deuxième partie des commentaires sur le thème de l'urbanisation. Eh bien, Fabrice Nwanga de la diaspora camerounaise concernant les présidentielles 2025 s'exprime en ces termes. En 2025, la diaspora camerounaise votera pour le candidat qui lui permettra d'avoir une représentation adéquate dans les institutions gouvernementales. Elle votera pour le candidat qui facilitera la croissance et le développement en offrant plus d'opportunités d'emploi et en améliorant les conditions de vie des populations. Pour Dieudonné Kamsu, le constat est simple. Il existe un flou total. Du coup, on n'a pas de perspective claire. C'est l'avis, du moins l'avis de Dieudonné Kamsu qui s'exprime en ces termes. Alors, la troisième réaction de ce soir est celle de Thomas Belibi qui dit ceci. Pour savoir pour qui votera la diaspora, il faut déjà connaître les personnes en lice pour la présidentielle. Maurice Kamto, on n'est pas sûr. Cabrel, on n'est pas sûr. Paul Biya, ce n'est pas encore prononcé, pour ne citer que ces trois-là. À présent, concernant les commentaires au sujet du thème Yaoundé et Douala, quelle est l'urgence en matière d'urbanisation? Fabrice Nwanga de la diaspora américaine dit ceci. Eh bien, nous débutons d'abord par la réaction de Dieudonné Kamsu qui dit ceci: les évacuations des eaux, l'insalubrité et l'entretien des routes. Voilà les urgences en matière d'urbanisation. Fabrice Nwanga de la diaspora américaine s'exprime plutôt en ces termes: la nécessité d'améliorer et d'élargir les infrastructures de base telles que les routes, l'électricité, l'eau potable et les systèmes d'assainissement pour répondre aux besoins croissants d'une population en expansion rapide, la mise en place des systèmes efficaces de collecte, de recyclage et d'élimination des déchets. Voilà quelques solutions selon Fabrice Nwanga. Le docteur Assembete Zé David de la diaspora chinoise propose, quant au problème de l'urbanisation à Yaoundé et à Douala, propose ceci: la rénovation urbaine, la restructuration, le remembrement urbain, la restauration immobilière, la réhabilitation et le lotissement. Enfin, concernant les commentaires, Thomas Belibi, pour lui, l'urgence, ce sont les routes. Mais encore, faut-il savoir si le Cameroun dispose d'assez de moyens pour le faire,
car les besoins sont énormes. Voilà pour les commentaires qui ont été relayés cette soirée. La première question, il y en a donc deux cette soirée, deux questions de la part de Fabrice Nwanga de la diaspora américaine. Elles ont été posées, la première au candidat Serge Espoir Matomba. Une fois élu en 2025, comment prévoyez-vous résoudre le problème de la double nationalité au Cameroun et répondre efficacement aux attentes de la diaspora camerounaise en matière de participation politique, de participation, de développement économique et de lutte contre la corruption? La question adressée donc à Serge Espoir Matomba. La deuxième question est adressée aux différents urbanistes, aux deux urbanistes sur le plateau ce soir. Si vous étiez un super-héros de l'urbanisme, quelle serait votre première mission pour sauver les villes à Yaoundé et Douala des défis urbains qui les menacent? Voilà, résumé ce que l'on a pu récolter comme commentaires, questions et avis ce soir. À vous l'antenne. Merci Gaël. On va répondre en faisant le dernier tour de table. Il nous reste 2 minutes, 30 secondes par invité. D'abord, monsieur le maire. Oui, vous l'êtes, vous le serez toujours. Proposition concrète pour, je ne veux pas parler comme l'autre, reconsolider la grandeur de Yaoundé. Mais en 30 secondes, ça va être difficile de dire grand-chose. Mais je voulais tout simplement vous dire que nous devons absolument réconcilier le présent et l'avenir de la ville de Yaoundé en prenant des leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Parce qu'en réalité, le chemin reste long. Les panélistes disaient tout à l'heure que les voiries sont vieillissantes. Vous savez qu'il n'y a pas que des voiries. Je voudrais vous dire que, et je parle sous le contrôle de Madame le directeur, la ville de Yaoundé, je pense ne pas me tromper, ne dispose jusqu'à présent d'aucun plan d'assainissement. Un plan directeur d'assainissement qui n'est pas mis en œuvre. Des eaux usées et des eaux qui n'est pas mis en œuvre. Vous savez la conséquence première de cette situation? Nous allons avoir 350 mètres cubes jour qui vont arriver de la Sanaga. Et cette eau va revenir dans la nature. Si on n'a pas un véritable plan d'assainissement de la ville mis en œuvre, dans 20 ans, nous serons un égout à ciel ouvert. Alors, je pense que c'est aussi de cet avenir-là qu'il faut parler. Alors, on n'a plus de temps, mais j'aurais pu vous demander vraiment très rapidement, en 15 secondes, il y a un problème qui me tient à cœur, la construction des infrastructures sportives de proximité. Le président Paul Biya a construit des grands stades pour les grandes compétitions, Olembe, réhabilité Mfandena et d'autres. Mais dans toutes les villes au monde, il y a des infrastructures sportives de proximité construites par les mairies. Pourquoi nos mairies ne s'y mettent pas, alors même que le Code général des collectivités territoriales décentralisées, le transfert de ces possibilités, pas d'infrastructures de proximité, pas de loisirs, de parcs pour les jeux, pour les enfants, rien, c'est le grand vide. Je peux peut-être vous surprendre. La réponse de votre question est simple. Savez-vous qu'aucune mairie d'arrondissement de Yaoundé n'a de réserve foncière? Il n'y a aucune réserve foncière dans toutes les mairies de la ville de Yaoundé. En montant d'ailleurs, on essaie de construire un hôtel de ville. Nous n'avions même pas le terrain nécessaire pour pouvoir construire un hôtel de ville. Ça s'est passé beaucoup mieux à Yaoundé 7 parce que nous étions encore dans une zone assez vierge. Mais la plupart des mairies de la ville ont eu de grandes difficultés à avoir un hôtel de ville. Maintenant, avoir des aires de jeu nécessite d'avoir du foncier. Et ce foncier-là est quasiment inexistant. Et tout se tient aujourd'hui. On voit que la crise des résultats sportifs aujourd'hui, c'est aussi que toutes les aires de jeu ont disparu. Là où les enfants apprenaient à taper dans le ballon, ça n'existe plus. Les immeubles ont poussé partout. Il va falloir jeter un regard holistique sur ces problématiques. Président Matomba, une ou deux propositions fortes pour sortir,
pour qu'on poursuive une grande trajectoire pour nos deux grandes métropoles? Oui, avant cela, permettez-moi de répondre aux téléspectateurs. Vous avez 30 secondes. Hein? De tout à l'heure. Je voudrais déjà lui rassurer aux téléspectateurs que notre projet, le projet que nous portons, travaille beaucoup sur l'inaliénabilité de la nationalité. Ça veut dire que, élu au soir de 2025, le candidat de mon parti qui portera, n'est-ce pas, ce projet, si je suis celui-là, je serai très heureux d'être investi. On rendra donc ce problème définitivement résolu. Donc nos concitoyens de la diaspora n'auront plus de problème de double nationalité. D'accord, nous aurons le temps de la propagande électorale sur la CRTV. Rapidement, là, sur vos... Pour nos deux métropoles. Pour sortir, je voudrais dire que pour nos deux métropoles, il faut déjà donner la latitude. Hein. Je vais être direct comme ça, aux collectivités, à ces métropoles-là, de pouvoir développer leur plan, n'est-ce pas, d'urbanisme qu'ils ont, parce qu'il y a un plan directeur pour chaque, automatiquement, de pouvoir se déployer librement, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, cette ingérence de l'administration centrale et cette lourdeur administrative qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Avec les procédures de passation de marché qui mettent 2 ans. La lourdeur administrative. 2 ans pour passer un marché à la mairie de Yaoundé. Vous confirmez, madame? Parfois, ça vous prend 2 ans. Parfois, ça peut prendre 2 ans. Voilà. Quasiment la moitié d'un mandat. Oui. Mais vous allez conclure rapidement, monsieur Tende. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez été délégué provincial de l'urbanisme et de l'habitat. C'était le bon vieux temps. Alors, quand vous regardez votre Yaoundé tel qu'il est conçu dans les schémas directeurs et le Yaoundé d'aujourd'hui, ce n'est pas le Yaoundé qui est dans vos cartons, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Je ne dirais pas que c'était le bon vieux temps. Disons que les problèmes se sont aggravés. Les problèmes s'aggravent avec la croissance de la population. Et donc, ce qu'on ne voyait pas hier est maintenant criant. Donc, on est obligé de constater que si on ne fait pas une action urgente, la ville va être complètement bloquée. Et au micro, très rapidement, vous me parliez du projet de Grand Yaoundé, qu'il faut articuler même au plan administratif. Bon, vous n'avez pas eu le temps d'élaborer dessus, vous en dites un mot rapidement? Tout à fait. Le problème, la ville, quand on parle de Yaoundé, généralement, on a tendance à voir uniquement le département du Mfundi. Or, il y a des communes périphériques qui sont au nombre, je crois, de 7 ou 8, hein, qui sont intimement liées à la ville de Yaoundé, qui abrite la population de Yaoundé. Cette population vient travailler à Yaoundé. Mais qui ne sont pas du Mfundi. Et qui ne sont pas du Mfundi et qui ne bénéficient aucune attention, j'allais dire, concrète. Alors, ce qu'il faut urgemment faire... Exemple, Nkola Famba. Nkola Famba, Mbankomo, Mfou. Aller en Fou aujourd'hui, c'est le calvaire. Soit, toutes ces communes-là... Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Donc, déjà, il faut un département du Mfundi élargi, il faut un Yaoundé élargi, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut il faut créer une structure supracommunale. C'est-à-dire que... Encore? Oui, parce que si actuellement la communauté urbaine signifie le département du Mfundi, il faut créer une structure supracommunale qui va maintenant chapeauter toutes les communes pour que les projets de développement soient intégrés. C'est une urgence même, je peux dire aujourd'hui, parce que interroger les habitants qui viennent de Borne 12 ou bien ceux qui viennent de Fou, quel est le calvaire qu'ils subissent à l'entrée de Yaoundé? On ne peut pas imaginer. Donc, il faut trouver des solutions globales à l'échelle de toute la région métropolitaine de la ville de Yaoundé. C'est important de revoir la structure de gouvernance de la ville de Yaoundé. Ça passe peut-être par un découpage administratif conséquent. Non. Pas forcément. Non, la loi prévoit par exemple des organismes de coopération intercommunale. Donc, on ne les active pas suffisamment. Donc, il faudrait peut-être voir et peut-être aussi créer une structure si c'est vraiment... Parce que les enjeux deviennent trop importants pour ces deux métropoles. Voir si, au niveau... si on peut commencer à parler d'une région urbaine, carrément. Il faut développer les autres communes, tout simplement. Bon, vous avez raison, on n'a pas le temps de tout développer, vous avez raison. Il faut qu'on développe aussi des villes moyennes
Et les villes moyennes, c'est des villes qui ont entre 500 000 et 1 million d'habitants. Mais pour les résidents d'un qui travaillent à Yaoundé, donc il faut pouvoir articuler pour faciliter pour qu'ils viennent travailler à Yaoundé. Bon, madame, vous concluez, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Sur quelques perspectives. Ok, les perspectives, en fait, en quelques mots, je dirais, il faudrait faire respecter au sens strict les documents de planification. Également, qui doit les faire respecter? Ce n'est pas vous? C'est la politique nationale. Mais qui implémente la politique nationale? C'est vous, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous subissons cette politique nationale. Ah bon? Les collectivités territoriales subissent cette politique nationale parce que si la ville de Yaoundé a défini une stratégie de développement de son aire métropolitaine, y compris les communes de son aire métropolitaine, dont 8 communes, ça veut dire qu'il y a eu des visions partagées avec toutes ces communes qui ont compris qu'il fallait qu'il y ait une aire métropolitaine qui soit effectivement chapeautée par une structure forte, autonome et qui a ses moyens pour pouvoir gérer les problèmes d'urbanisation. Parce que l'urbanisation, comme je l'ai dit, on ne peut pas circonscrire l'urbanisation par des limites physiques. Nous subissons effectivement les effets néfastes de cette urbanisation des communes qui sont au niveau, qui sont dans l'aire métropolitaine. Et aussi, il faut maîtriser l'assiette foncière. On ne peut pas faire la planification si on ne maîtrise pas l'assiette foncière. Les collectivités n'ont pas de réserves foncières. Donc on ne peut pas faire des projets structurants si on ne maîtrise pas le foncier. Merci. Voilà, toutes ces problématiques méritent une autre émission. Je vous promets que nous allons pouvoir revenir sur ces problématiques importantes qui sont en réalité notre quotidien et notre avenir, notre devenir. Je vous remercie d'être venu à cette édition de ces politiques. Je voudrais également remercier le professeur Alfred Ngado qui nous regarde, je le vois là, sur le préselect qui est resté scotché voilà, jusqu'à la fin de cette émission. Bonsoir à nos compatriotes de Paris et de toute la diaspora dans tous les pays où les Camerounais se déploient et déploient leur talent, leur savoir, leur intelligence et font également donc briller très haut le drapeau camerounais. Merci à vous. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Restez sur la CRTV.